They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! James on the drive. Anthony for three. Puts it in. Durant. You can't keep jumping that high, man. Says who? Bryant for the win. Cette nuit, c'est le grand retour de la NBA. Yes. Yes. Gobert, Batum, Dieng ou encore Fournier, les Frenchies font leur rentrée. Après la médaille d'argent à l'Eurobasket, Thomas Hurtel a signé en Russie. Résultat, les Bleus, c'est fini. Normal ou scandale? C'est le débat de la semaine. Focus sur la conférence Ouest. 15 franchises, mais une seule place sur le trône. Analyse et pronos avec les hypers. Hype, épisode 3, saison 2. La hype du basket NBA sur Sport en France est de retour. La saison, c'est dans quelques heures. Et on va en parler avec une équipe très hype encore cette semaine. Et un homme qui a le swag, il s'appelle Angelo Sakarakis. Comment il va? Un swag qui est très bas comparé au tien, Sylvain, mais il va très bien, très excité. Gros programme, donc je suis chaud. Il est chaud, hein? Le petit survêt de la sélection Hélène. Oui. Tu l'aimes, hein, ce survêt. Hein. Ah, je l'aime, il est beau, il est confortable, il me vacille bien. Il est confortable. Bon, à côté d'Angelo. Beaucoup moins de swag, vas-y, dis-le. Beaucoup moins de swag, mais surtout une légende du basket français qui vient d'être intronisée dans ce qu'on peut appeler le Hall of Fame français il y a encore quelques jours. On a même la vidéo. Regardez. De Fred Weiss. La légende Fred Weiss est parmi nous. Une année, on vient de le voir, en 2000, complètement dingue. Hein. Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. Un triplé à Limoges, une médaille olympique, ouais, il y a pire. Il y a beaucoup de choses. La légende Fred Weiss qui nous accompagne et qui va nous accompagner tout au long de cette saison hype. On est très content de t'avoir avec nous, je le dis jamais assez. On y va, on va retrouver Melvin du côté de San Francisco qui s'apprête à voir ses Warriors repartir pour un tour. Salut Melvin. Eh ben écoute, salut Sylvain, ouais, Ring Night Tonight pour moi, ravi de retrouver la saison et bonjour à tous. Ravi de t'avoir avec nous. Du côté de New York, c'est Antoine Bancharel, notre New Yorker à nous, qui est parmi nous. Salut. Salut, ravi de vous retrouver. Une petite dédicace à Florent qui va reconnaître le t-shirt. Et oui, bah voilà, tu vends encore mes lancements. On a un homme qui est fan des Suns de Phoenix. Donc il n'y a pas de titre, hein, malheureusement, pour les Suns depuis quelques années. Mais il s'accroche, il est là. Et... on peut le dire, depuis toujours. Depuis toujours, c'est vrai. Par contre, il excelle dans une carrière de réalisateur, notamment dans le principe de la réalisation documentaire. On lui doit un documentaire qui s'appelle The Final Shot avec un certain Tony Parker. Il y a aussi le cas Benzema, qui est un petit peu dans l'actualité, puisque Karim Benzema, vous le savez, a été élu Ballon d'Or il y a encore quelques heures. Florent Baudin est avec nous. Salut Flo. Salut, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis ravi d'être là, ça va être cool, je pense. On va bien discuter basket avec des légendes, hein, avec des parcours super inspirants. Moi, je suis ravi. J'ai hâte de vous entendre en tout cas. En tout cas, nous, on est ravis de t'avoir. On sait que l'actualité, ça se passe aussi un peu dans la préparation de tes futurs documentaires, mais il y en a un qui est sorti, une série documentaire qui s'appelle Champion. Saison 2, on a eu le droit à une saison 1 l'année dernière, en 2021, à l'occasion des Jeux de Tokyo. Chaque été, jusqu'à Paris 2024. Voilà, et ben écoute, on a une bande-annonce de la saison 2, on vous propose de la regarder. Tu t'entraînes toute ta vie pour une course. 13 secondes, et c'est tout. Ma course, ça va être les Jeux Olympiques. J'ai le record du monde dans les jambes. Je dois avoir ce titre paralympique.
Sacha, tu peux être le meilleur, mais si t'es là pour bosser comme tout le monde. De toute façon, j'ai 19 ans, je suis pas là en train de me bourrer la gueule, je suis comme toujours un athlète. Je m'en fous, ton job, c'est d'être professionnel. J'ai pas envie qu'on me voit en mode c'est la fille qui a rien fait au jeu. Comment tu as digéré Tokyo? Lève-toi, chérie! On arrive à l'entraînement et qu'on a la boule au ventre, c'est pas bon. T'as le droit de pleurer, ça me pose pas de problème. Vous êtes sûr que vous êtes prêts à jouer? Faut arrêter de croire qu'on est des machines. On n'est pas des machines, même les machines elles cassent. Tu as révolté quand? Quand? Tu sais que ça va partir dans tous les sens, tu restes calme. Allez! J'ai vraiment la rage, j'ai envie de faire ma paire, j'ai envie de faire mal. On a tellement envie qu'elle réussisse, ça va au-delà de revenir avec une médaille. Allez, c'est bon! Le talent, vous l'avez. Maintenant, c'est qu'est-ce que vous en faites? Champion, saison 2, la série documentaire réalisée donc par Florent Baudin. On y voit, on y verra pour ceux qui ne l'ont pas vu, un certain Ryan Rupert et Ousmane Dieng que tu as suivi. On en discutera un petit peu plus tard avec toi et on profitera aussi de ta présence pour essayer de les connaître un peu plus sur le plan personnel. D'un Français à un autre, on va continuer à parler de NBA et notamment des Français de NBA dans le French Corner. Alors, la semaine dernière, on vous parlait d'un Français qui ira sûrement en NBA, on touche du bois, la saison prochaine en 2023, Victor Wembanyama. On va parler des Français qui sont déjà en NBA, puisqu'on fait partie, en tout cas la France fait partie du contingent le plus représenté en NBA. Derrière, d'ailleurs, petite question gratos comme ça. Canada. Eh oui, Canada qui nous domine et la France est numéro 2. Donc, et derrière Sénégal, non? Nigeria, voilà, une équipe africaine. Merci pour la précision. Parlons de nos Français de NBA et puis posons-nous la question de savoir quelle saison pour ces Français de NBA. On vous les a, nous, rankés en plusieurs catégories pour vous les présenter, puisqu'ils sont à des stades différents de leur carrière. On a donc une première catégorie qu'on a appelée, nous, les gars sûrs. Donc cette première catégorie voilà, qui s'affiche avec Nicolas Batum, Evan Fournier et Rudy Gobert. On a une deuxième catégorie que l'on a appelée les role players, les joueurs qui seront amenés à avoir un rôle en NBA, mais pas forcément un rôle majeur. Frank Ntilikina, Killian Hayes et Ousmane Dieng, donc le nouvel arrivant de Oklahoma City Thunder. Une autre catégorie, les two-way avec Moussa Diabaté, donc qui arrive du côté des Clippers, Olivier Sarr qui arrive du côté de Portland et Théo Malédon, fraîchement transféré et arrivé du côté de Charlotte. Quand on parle de two-way, c'est un contrat un petit peu spécifique qui amène ces joueurs-là à transiter d'une ligue à une autre, donc la ligue de développement appelée la G-League et la NBA pour y faire ses armes et éventuellement avoir un contrat un peu plus solide. On a une autre catégorie, si on a un peu le temps, on en parlera. Les joueurs coupés malheureusement en NBA, on en a deux, Kim T et TLC, fraîchement... Kylian. C'est vrai qu'on les... On pense aux frères, mais merci beaucoup Kylian Tilly. Et donc Timothée Luaou Cabarro qui pour l'instant ne démarreront pas la saison. NBA, on y va, première catégorie, on va commencer par les grands, les gars sûrs. Nicolas Batum. Donc ça va être... Mélo, ça. Melvin, Nicolas Batum. Quelle saison pour Nicolas? Il a rempli les 2 ans à Los Angeles pendant l'été. Il adore les Clippers. Il est utilisé à merveille par Ty Lue dans une sorte de rôle de ce qu'on appelle le glue guy. Donc c'est vraiment le joueur qui est polyvalent, qui peut jouer poste 3, poste 4, même poste 5 dans des 5 sans intérieur. On sait que Nicolas Batum, c'est un joueur qui est extrêmement intelligent. Il est capable de créer pour ses coéquipiers ou de faire la passe avant la passe décisive. Je dirais que c'est une extension du coach sur le terrain. Et il a également été précieux en défense pour les Clippers. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle le 3&D, donc le joueur qui peut tirer à 3 points. Il est à 40% à 3 points la saison dernière. Il est bon en défense, c'est un couteau suisse. C'est vraiment le joker de luxe pour les Clippers et pour Tyronn Lue qui vise le titre cette saison. Son temps de jeu risque un peu de fluctuer parce qu'il y a beaucoup de monde aux Clippers, mais il a vraiment un rôle à jouer pour aider les Clippers à gagner le titre cette saison. Fred Weiss, Nicolas Batum, tu connais très très bien forcément. Il a fait l'impasse sur l'équipe de France cet été. Quel objectif individuel pour Nicolas Batum? Alors individuel, je pense qu'il n'a plus d'objectif individuel. Je pense que justement son objectif il est collectif et il a un gros avantage, c'est qu'il sait
ou en tous les cas, il croit que c'est peut-être sa dernière chance de gagner. Il a les deux gros qui viennent de revenir là, avec Paul George et Kawhi. Donc tu te dis, le mec parfait pour les accompagner sur le terrain, pour pas vouloir le ballon quand il n'y a pas besoin, pour être le glue guy comme on vient de l'expliquer, franchement c'est Nico Batum, clairement. Après en plus, sur ta seconde unit, tu vas avoir John Wall. Je pense qu'effectivement les Clippers peuvent faire une très bonne saison et je pense qu'il peut être très important parce qu'effectivement, il parle de lui comme poste 5 aussi parfois, parce que c'est vrai qu'à part Zubac, c'est un peu limité à l'intérieur, donc ils vont jouer certainement small ball. Et quoi de mieux pour contrer les Warriors que de jouer small ball avec des Batum qui peut switcher sur tout, par exemple. Donc honnêtement, je pense qu'il y aura un vrai rôle à jouer dans une équipe, pour moi, qui, s'ils ne font pas la finale cette année, échec. Ça sera presque un échec. Ouais. Deuxième gars sûr, Evan Fournier. Angelo. Evan Fournier, taulier. On sait que c'est un joueur qui avait été particulièrement performant de son temps du côté des Orlando Magic. Et maintenant, il est arrivé en grande pompe du côté de New York. On sait que les Knicks sont une franchise en mal de réussite, en mal de résultats. Ils ont beaucoup de mal à retrouver des couleurs suite à l'ère Patrick Ewing. Et le problème pour Evan Fournier, c'est qu'il n'a pas été suffisamment adroit pour se garantir, on va dire, un rôle stabilisé dans le starting line-up cette saison. C'est-à-dire qu'on sait que les New-Yorkais sont très exigeants et ils sont très... Il est quand même devenu meilleur marqueur de tir à 3 points sur une saison. Sans problème. Pour l'équipe de New York. Sans problème. Il est stable au niveau de sa réussite à 3 points. Il était encore à 38% de réussite au niveau de son efficacité longue distance. Mais au niveau de sa réussite globale, il est en dessous des 42%. Ce qui, pour un arrière, reste quand même du côté plutôt faible au niveau de la moyenne de la ligue. Et c'est surtout un rôle où, avec l'arrivée de Bronson, qui lui est un créateur qui a besoin de la gonfle dans les mains et qui va arriver avec ce contrat énorme et toutes les attentes qui sont placées en lui du côté de New York, il ne va pas être un distributeur de ballon. Donc déjà que Evan était assez frustré du fait d'être un peu isolé dans le corner et qu'il n'avait pas autant la possibilité d'utiliser le pick and roll tel qu'il était utilisé du côté du Magic. Il était utilisé en catch and shoot. C'est ça, exactement. Et on l'a vu d'ailleurs avec l'équipe de France. Malheureusement, il n'avait plus cette faculté de percussion qui lui sert tellement d'habitude. Exactement. Et c'est pas fait pour s'améliorer avec l'arrivée de Bronson. Et il y a le profil justement de Quentin Grimes qui, lui, plus défensif. Si je comprends, le statut d'Evan n'est pas forcément protégé. Il est pas garanti. Ça fait mal un petit peu qu'il arrive quelque part. Ça fait un peu mal. Parce qu'il aime le ballon, il l'aura beaucoup dans les matchs. Je suis d'accord avec toi. Non, mais clairement, parce qu'en plus, il y avait Kemba Walker qui était sur la phase descendante. Là, il y a Bronson. Lui, c'est vers le haut, avec toutes les responsabilités qui vont venir avec. Et Evan, il est, par rapport à son profil de scoreur, est peut-être en danger du fait de tomber plutôt dans la seconde unité et de laisser un jeune au profil plus défensif insérer le 5 de départ. Et c'est un peu les conversations qui se passent du côté de New York en ce moment. Ok, on avance. Rudy Gobert, un gros poisson aussi, un gars sûr. Melvin va nous en parler. Ouais, au nouveau départ pour Rudy Gobert qui, après 9 saisons à Utah, a été transféré à Minnesota cet été. Alors, les Wolves avaient 2 grosses lacunes la saison dernière, c'était le rebond et protéger leur cercle, leur raquette. Et qui de mieux pour Rudy Gobert pour résoudre ce problème. Alors, Minnesota a payé le prix fort pour aller le chercher, mais n'oublions pas que Rudy, c'est All-Star sur les 3 dernières saisons. Il a été 6 fois de suite dans la NBA All-Defensive First Team et c'était le meilleur rebondeur de la Ligue la saison dernière. Je pense qu'il va devenir le de facto leader de leur défense. Mais il y a quelques questions à se poser. La première, c'est sa cohabitation avec Karl Anthony Towns pour essayer de former ces sortes de Twin Towers 2.0. Après, il se retrouve dans un effectif avec énormément de talent offensif. On a parlé de Towns, Anthony Edwards, D'Angelo Russell. Donc, il va peut-être avoir moins de ballons qu'à Utah. Comment va-t-il gérer ça? Et puis, dernièrement, quand les playoffs vont arriver, est-ce que Rudy va pouvoir garder son impact, punir les switches des défenses adverses et rester impactant face à des équipes qui jouent small ball, comme on a vu Dallas et les Clippers faire les 2 dernières saisons? Fred, le poste intérieur, tu connais, hein Ouais. Les ambitions individuelles de Rudy Gobert, en passant justement de Utah à Minnesota, est-ce qu'elles sont les mêmes? Est-ce qu'on va voir Rudy Gobert capable d'être All-Star encore cette année? Alors, je pense qu'il va essayer, effectivement. Alors, ça se joue vraiment up-tempo dans sa nouvelle équipe, donc je ne suis pas sûr que ce soit aussi simple pour lui. Ouais. En plus, il y a 4 qui va vouloir jouer offensivement, donc pour avoir des ballons, ça va être compliqué. Il va devoir prendre sous son aile Edwards, qui sera certainement le MIP de la saison prochaine, donc ça ne va pas être évident. En plus, ça joue encore une fois très vite, donc difficile de juger un défenseur, mais son objectif, il est clair. Effectivement, All-Star Game et meilleur défenseur de l'année. Ça ne sera pas simple.
La catégorie des role-players, on y va. Ça concerne Franck Ntilikina, Killian Hayes et Ousmane Dieng. On va commencer par Ousmane Dieng. Première saison NBA pour lui. Du côté d'Oklahoma City Thunder, on a 2,8 m et 97 kg pour Ousmane Dieng, un jeune joueur, je l'ai dit, donc de 19 ans. Melvin va nous en parler, puis on écoutera aussi Florent qui l'a suivi dans le cadre de son documentaire Champion pour connaître un peu la personnalité d'Ousmane. Ousmane Dieng, c'est un ailier qui arrive en NBA comme tu l'as dit. Il me semble le joueur français qui a eu la draft la plus haute. Donc il arrive avec quand même pas mal de pression. Il arrive à OKC qui est vraiment une bonne situation pour lui parce que OKC, on sait que leur priorité c'est de faire jouer les jeunes et de les former et tout en essayant de perdre, j'ai envie de dire, le maximum de matchs pour aller chercher un autre Français la saison prochaine. Mais c'est un joueur qui est intéressant, c'est un joueur qui a eu beaucoup de temps de jeu pendant la pré-saison, avec pratiquement 26 minutes de temps de jeu. Ça devrait sûrement se baisser un tout petit peu pendant la saison régulière, mais il a vraiment une carte à jouer, avec notamment l'absence de Chet Holmgren qu'on voit ici sur la droite, sur la photo. Donc très curieux de voir ce que Ousmane va donner pour sa saison de rookie. Florent Baudin, Ousmane Dieng, quel jeune homme c'est ? C'est un jeune homme qui est assez réservé. C'était pas le capitaine par exemple de l'équipe du Pôle France à son époque. C'était Adama Ball qui est parti en universitaire à Arizona. C'était plus un leader par l'exemple. Il s'identifie beaucoup à Paul George. Il a d'ailleurs, son agent lui a donné la chance de s'entraîner avec lui. L'été, c'était l'été, pas celui-là, celui d'avant. Porte le numéro 13, comme Paul George, en tout cas sur les photos avec le Ouais, alors j'avais pas remarqué ça, mais en effet, il a aussi voulu se développer un peu en dehors du sérail franco-français. Il n'a pas pris un agent français, il est parti en Australie. C'est vrai qu'il a pris de gros risques parce qu'il aurait pu sortir du circuit complètement. Je sais qu'à l'INSEP, on le suit toujours beaucoup, même au niveau fédéral. Et il a aussi une carte à jouer peut-être pour l'équipe de France. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Pas tout de suite, mais pourquoi pas au printemps prochain, sur les prochains rassemblements, avec peut-être un groupe élargi en préparation de la Coupe du Monde. Tu le vois déjà intégrer un peu ce scope un peu élargi. En tout cas, si tout se passe bien pour cette première saison, il devrait jouer. On sait avec la blessure du premier choix de draft de OKC, il devrait avoir du temps de jeu. C'est un profil peut-être qui pourrait manquer à l'équipe de France. Moi, je vous dis ce qu'on m'a dit. On le surveille. Boris Dio va venir le voir jouer, c'est prévu. Ousmane Dieng, il n'est pas aussi loin que ça des radars fédéraux. Après, Boris, quand il se déplace, c'est pas forcément pour les joueurs aussi. Il va dans les restos. Tout ça. Oh là là, on laissera Boris répondre. Non, mais c'est la culture en équipe de France. Kamagaté a été intégré déjà sur les 2 dernières années. Et il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas. C'est une revue d'effectifs tout en, on va dire, construisant pour l'avenir. Killian Hayes. Role player, troisième saison, je crois, pour Killian. Donc saison charnière quand on a été signé rookie pour tenter d'avoir un contrat un peu plus solide. 21 ans, meneur arrière, 1m96, 88 kg. On rappelle que les Detroit Pistons seront opposés aux Chicago Bulls le 19 janvier prochain en 2023, donc du côté de la Core Hotel Arena. Yes. Voilà, ça c'est dit. Parle-nous un peu de Killian. En quoi cette saison est un peu importante pour lui ? Alors, c'est super important pour les gens qui nous regardent de replacer le contexte de la franchise. C'est une équipe qui est en mal de réussite et qui donc se retrouve à avoir des choix de draft très haut placés depuis 3 ans. Oui. Et la politique, c'est de prendre le meilleur joueur disponible. Oui. Et il s'avère que chaque année, c'est un meneur arrière. Donc, ils ont drafté Killian. Derrière, ils ont le numéro 1 de la draft qui devient donc le franchise player de surcroît, Cade Cunningham. Et là, ils ont Jaden Ivey qui lui aussi un meneur arrière. Donc, on se dit... Très explosif. Très explosif, excellent joueur et qui rentre parfaitement dans le profil qu'ils essaient de construire aux côtés de Cade. Donc est-ce qu'on croit en Kylian Et donc beaucoup de gens pourraient se dire ça y est, ils viennent de recruter 2 mecs sur son poste, ça veut dire qu'il est sur la case d'à côté. Non. Quand on construit une équipe, on a besoin de starters et on a besoin d'un bon performant si on veut être dans le haut du tableau, surtout dans la conférence Est. Donc, il y a une réelle carte à jouer pour Killian qui, lui, a 2 ans d'expérience et qui va avoir l'opportunité de retrouver des responsabilités en sortie de banc. Donc, s'il s'approprie ce rôle-là, tel qu'un Manu Ginobili a pu le faire avec les Spurs, et de se dire, je vais être le leader de la seconde unité, en continuant à perfectionner son point faible qui pourrait être, on va dire, son spot shoot
à 3 points qui l'a mis un petit peu en difficulté parce que Cunningham était le porteur de balle principal et ça l'a retiré de son rythme, si tu veux. Là, il va avoir les munitions. On l'a vu en pré-saison. C'est celui qui prenait le plus de tirs des remplaçants. Et il va avoir un peu carte blanche pour être de nouveau lui-même. Et donc, on compte sur lui. On laisse Jaden Ivey faire le boulot de distribution dans le 5 aux côtés de Cunningham. On met Killian Hayes. Ça dynamise l'équipe au niveau de leur production de banc. Et il y a, je pense, une réelle possibilité pour lui de s'affirmer dans ce rôle, de retrouver des couleurs et de montrer aux Pistons qu'il mérite qu'on compte sur lui. À lui d'accepter le rôle qu'on lui propose. Mais je pense que c'est le cas. Alors, il n'y a pas le choix, de toute façon. Concrètement, il vient de l'expliquer, il y a 2 joueurs qui ont été draftés dernièrement, qui sont forcément les leaders. Il aura ce rôle, il doit le prendre, mais il n'a pas le choix de dire non, ça me convient pas. Et effectivement, je pense qu'il a sa carte à jouer. Il faut juste se rappeler qu'il sort d'une blessure assez importante quand même. Il y a beaucoup de joueurs qui ont eu cette blessure qui n'ont plus rejoué après. Donc on est déjà content. Ouais, c'est ça. Très compliqué à s'en remettre. Bon, à suivre la carrière, surtout la saison même de Kylian. On essaiera peut-être d'ailleurs d'avoir quelques Français, donc Kylian dans Hype dans quelques semaines. Ça peut être sympa aussi de discuter avec ces joueurs. On vous parle de Franck Ntilikina, le joueur international français, deuxième saison du côté des Mavericks de Dallas, 24 ans déjà, 5e saison NBA, arrière 1m93, 90 kg, profil défenseur, 3&D presque maintenant. On le connaît Franck Ntilikina. Quel rôle pour lui dans l'équipe de Luka Doncic, là où on sait que Luka mange beaucoup de ballons, Melvin? Alors, tu es très généreux avec le 3&D. Je dirais qu'il est surtout NT et pas vraiment le 3. C'est vraiment ça, en fait, qu'il a un peu sauvé et qu'il a permis de rester en NBA. C'est-à-dire qu'il a un profil défensif que personne n'a sur la base arrière de Dallas. Et c'est vraiment ça qui lui donne de la valeur. Et il est vraiment utilisé par Jason Kidd sur ces sortes de missions défensives. On l'a vu sur Devin Booker, par exemple, en playoff. On l'a vu sur d'autres stars pendant la saison régulière. Et c'est que comme ça qu'il sera utilisé. Et donc, son temps de jeu va être limité par ces circonstances-là. Il a besoin de progresser sur son tir à 3 points. On l'a vu contre les Warriors. Les Warriors ont laissé vraiment grands ouverts en finale de conférence. Donc à voir. Il a un rôle à jouer, mais il y a une base arrière qui est quand même extrêmement fournie à Dallas, qui vient d'ailleurs de recruter Facundo Campazzo, qui était l'ancien coéquipier de Luka Doncic au Real et qui jouait à Denver la saison dernière. On vous présente la dernière catégorie très rapidement. Moussa Diabaté, donc 20 ans, rookie des Clippers, 2m11, 95 kg. Olivier Sarr, 23 ans, première saison NBA. Il a joué, on l'a vu du côté de l'OKC la saison dernière. Donc c'est un pivot de 2m13 à 107 kg. Et Théo Malédon, qu'on connaît bien sûr, international français, passé par l'Asvel et l'INSEP avant l'Asvel. Bien sûr, 21 ans, deuxième saison NBA, enfin troisième du coup qui va démarrer pour Théo. Et meneur d'1m93, 79 kg, donc très frêle. Rapidement, Florent, parmi ces 3 joueurs, lequel te hype le plus? Quelle saison tu as envie de suivre? Moi j'aime bien Moussa Diabaté parce qu'on le connaît pas trop en France et on a tous vu son dunk, je pense, en pré-saison là, assez magistral. Ouais. Et j'ai cru entendre que Nico Batum allait le prendre un peu sous son aile et que c'était pas une partie de plaisir. Parce qu'apparemment il a beaucoup d'envie, ce jeune homme. Donc j'ai hâte de voir. J'espère qu'il va réussir à se faire un spot en NBA. On rappelle le contrat, le two-way qui ne protège pas forcément. On est à la fois dans une ligue de développement et en NBA. Donc on espère que ces joueurs auront du temps de jeu pour s'installer et prouver qu'ils peuvent être dans une vraie rotation d'équipe. Les Clippers, on disait, une équipe qui va jouer quand même le titre. Peut-être un peu difficile de glaner des minutes derrière certains joueurs, Angelo. C'est pas le profil idéal. Il y a du monde. Mais par contre, il y en a un parmi ces 3 qui, lui, a le profil idéal pour pouvoir grappiller des minutes et retrouver un rôle qui semblait être le sien du côté de OKC. Moi, je pense à Théo Malédon. Il profite de l'aubaine de la blessure de LaMelo Ball pour pouvoir devenir potentiellement le backup de Terry Rozier du côté des Hornets. Et c'est un rôle qui pourrait lui convenir parfaitement, sachant qu'il a des qualités. Tout ce qui lui manque, c'est de retrouver un petit peu d'efficacité longue distance, ce qu'il avait démontré lors de sa première année en tant que rookie. Il était quand même à 10 points par match. Alors oui, c'était à OKC, mais OKC avait quand même gagné quelques matchs. Avec des faibles pourcentages aussi. Faible pourcentage dans une fin de saison, saison un peu... Moins faible que l'année dernière. Le manque de confiance. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas juger vraiment sur le manque de confiance, le peu de temps qu'il a eu sur sa deuxième saison. Sur sa première saison, tu peux regarder que malgré la confiance qu'on lui a apportée, il n'était pas très performant, entre guillemets, parce qu'il n'était pas très adroit. Il avoisinait 34%, mais 34 laisse quand même
très faible, mais 37, ça devient un bon pourcentage en NBA. Donc, tu es à 3% et un tir par-ci, un tir par-là te fait monter ton pourcentage. Oui, mais je ne te parle pas que de shoot à 3 points, moi je parle des shooters. Mais moi, je parle de son rôle de shooter. Après, il fait partie de ces joueurs dans les two-way qui vont avoir très peu de minutes, où il va falloir justement rentabiliser cette fenêtre pour être en mesure de rester éventuellement et d'avoir un rôle en NBA. Il venait de se faire couper par les Rockets, donc là, c'est une aubaine d'avoir un rôle puisqu'il y a eu un blessé. Il faut la saisir rapidement parce que sinon, il va passer son année en G-League et puis derrière, on ne peut pas prédire de ce qui va se passer. Bon, on avance, messieurs. On va reparler des Français. Pareil, dans Hype, toute cette saison, on aura un French Corner, bien sûr, régulièrement pour les suivre. On va rester quand même dans une thématique française. On va intégrer l'équipe de France à notre discussion dans le débat de la semaine. Alors, si vous nous suivez depuis le début de cette aventure, la première émission faisait un petit peu la part belle à un certain Joel Embiid dans l'équipe de France ou pas. On ne va pas se reposer cette question-là. Le dossier a avancé, on va vous laisser vous informer. On va discuter du cas Thomas Hurtel. Thomas Hurtel, international français. Alors, si on en discute encore ensemble, c'est parce qu'il y a de l'actualité autour de Thomas Hurtel. Il a répondu aux critiques et aux nombreuses critiques sur son cas et sur son choix d'être un joueur évoluant maintenant en Russie, alors que la fédération française ne souhaitait pas que les joueurs évoluant sous le maillot bleu puissent rejoindre donc, ce territoire via une charte. Thomas Hurtel l'avait signé et donc il a forcément changé d'avis et de choix en allant signer donc, en Russie. Voilà la réponse de Thomas Hurtel qui s'affiche. Bon, c'est une réponse assez directe quand même. Que penser du choix de Thomas Hurtel ? Est-ce que dans un contexte un petit peu géopolitique à part, on peut se permettre de faire fi de ce contexte-là et de signer où on veut sur le territoire pour jouer et donc mener sa carrière? Ou est-ce qu'on doit quand même prendre un petit peu en considération le contexte avant même d'apposer, on va dire, un critère business? Voilà la question un peu globale que je veux vous poser. Allons déjà sur le principe de la charte avec Fred Weiss, qui a été international français, vice-champion olympique en 2000 avec l'équipe de France notamment. Quand on nous propose une charte comme ça et qu'on est l'équipe de France, est-ce qu'on est obligé de signer? Et qu'est-ce qu'on pense de cette prise de position de la fédération? Alors, je pense qu'on est obligé de signer. En tous les cas, si on a envie de faire les compétitions, et en fait, tu es un peu pris à la gorge, parce que concrètement, tu sais que tu as l'Euro qui arrive, et tu ne peux pas te permettre de dire, moi, Thomas Hurtel, moi, Angelo Tsakarakis, j'ai pas envie de jouer l'Euro, donc je renonce. Donc là, tu es obligé de signer, concrètement. Après, moi, je trouve qu'une fédération prenne une posture politique, moi, ça me dérange. Parce que l'État français n'a interdit à aucun travailleur d'aller là-bas. Donc pourquoi la fédération interdit à des travailleurs d'aller travailler en Russie? Ensuite, il y a aussi la problématique des conflits dans le monde. C'est-à-dire que ce conflit a plus de valeur que d'autres conflits. C'est-à-dire que par exemple, quand les Chinois ont un problème avec les Ouïghours, ben on peut aller sans problème jouer en Chine. Hein. Ils les torturent, mais c'est pas grave. Mais par contre, quand les Russes envahissent l'Ukraine, ça c'est très grave. Et la fédération se positionne. Moi je pense qu'il y a des conflits partout dans le monde. Et soit on est suffisamment rigoureux pour dire on va jouer nulle part et on respecte, et je pense que ce serait une posture tout à fait respectable au moins, soit on dit de toute façon il y a des conflits partout et on ne peut pas prendre position pour qui que ce soit. Florent. C'est difficile d'avoir un point de vue nuancé, je pense, sur ce débat. Je suis assez d'accord avec Fred. Après, il y a peut-être aussi le fait que ce soit un international français, parce qu'il y en a d'autres, des joueurs français qui jouent en Russie, même dans d'autres sports, notamment dans le hockey sur glace, je crois. Lui, Laberry, je lui passe le bonjour, il m'a envoyé un message. C'est vrai que lui, Laberry, international français. Il y a même un Ukrainien qui joue dans le club de Thomas Hurtel, donc... Zénith Saint-Pétersbourg, on l'a pas cité. Ça doit pas trop mal se passer, j'imagine, quand même. J'ai l'impression. Après, ce qui est difficile, c'est qu'on est international français, on communique aussi en tant que tel, et peut-être que là-dessus, il a commis quelques erreurs. Justement, on se refait peut-être un petit peu une chronologie. Stage de l'équipe de France, on sait qu'on est aussi dans une période de transfert, de choix de son avenir. Et donc, en équipe de France, dans le rassemblement de l'équipe de France, la charte est proposée. Thomas signe, mais des discussions off expliquent qu'il a peut-être une autre opportunité professionnelle d'aller jouer en Russie. Bon, bref, il signe cette charte et l'Euro se passe, médaille d'argent, fin d'Euro, et on apprend que Thomas Hurtel signe quand même en Russie. Est-ce qu'au niveau de la communication, du contexte et surtout du timing, il n'y a pas quelque chose qui a été un peu raté? Je pense, et puis il y a quelque chose aussi que moi personnellement je ne comprends pas, c'est le sportif.
On sait que les clubs russes font plus de Coupe d'Europe. Est-ce qu'on me dit que c'était la dernière chance pour Thomas Hurtel de signer un gros contrat? Est-ce que c'est vraiment la réalité? Est-ce qu'il aurait pu avoir quelque chose? Je pense que c'est la réalité parce que ça a été compliqué pour lui dans les deux grands clubs espagnols. Il y a eu problème au Barça, problème au Real. Donc après, des mecs qui peuvent payer ce que vaut Thomas Hurtel en Europe. Et surtout qu'ils prennent le choix d'investir sur lui à ce stade. Sa réputation le précède et son niveau de capacité exige des émoluments assez conséquents. En fait, quasiment. Et ce qui devient difficile à accepter, je pense, après pour les fans, c'est peut-être de se dire que Thomas Hurtel ne fait pas un choix sportif, il fait un choix de gros contrats dans un pays qui a une politique qui est très controversée en ce moment. Et c'est, je pense, comme ça que vont le prendre la majorité des gens en fait, qui regardent le basket et qui ne vont pas se dire en fait chacun fait un peu ce qu'il veut et qu'il a tué personne et qu'il ne cautionne peut-être pas, et j'espère, la politique extérieure russe. Ça n'a rien à voir. On fait des actes de sportifs, c'est-à-dire qu'on joue. C'est-à-dire que quand on est basketteur, on fait du basket, et c'est pas parce que tu vas jouer dans ces pays que tu cautionnes. Et évidemment, sans le connaître, ils ne cautionnent pas la politique de la Russie sur ça. Les amis, ma femme est russe. Et ma femme est russe. Toujours à ramener à lui. Non, on l'attendait. Il faut dire les choses. Et mon ex est ukrainienne. Il y a une raison pour laquelle je le mentionne. Tu dis quelque chose. Tu dis en tant que sportif, ça ne veut pas dire qu'on cautionne les actes politiques d'un pays. Alors, je t'arrête tout de suite. La population elle-même au sein de la Russie n'est pas en train de cautionner ce qui se passe. Laisse-moi t'arrêter, et c'est une question d'ailleurs collégiale pour vous deux. Vous êtes deux anciens sportifs de haut niveau. Quand on est en mesure de faire un choix, quel est le critère que l'on met en numéro 1, numéro 2, numéro 3? Si je vous dis sport, business, et géopolitique, on va dire. Sylvain, explique. Je vais expliquer avec autant de pragmatisme et de simplicité que je suis apte à le faire à ce moment précis. Okay. Quand on est sportif de haut niveau, on a plusieurs étapes dans nos carrières. Oui. La jeunesse, la montée en puissance, la maturité, l'expertise et la décadence. Donc quand tu es jeune, tu vas favoriser l'exposition, le choix de carrière qui va te permettre de gravir les échelons. Okay. Derrière, tu vas choisir le projet sportif qui te permette de briller, d'avoir le plus de responsabilités. Derrière, tu veux avoir la valorisation de ton niveau qui soit matchée avec le salaire. Okay. Derrière, tu vas choisir, tel un Nico Batum, les projets sportifs qui te permettent d'accomplir ce que tu n'as pas réussi à accomplir, mais d'avoir un rôle conséquent qui te permette de prendre du plaisir au quotidien. Moins d'argent aussi. Voilà, mais tu veux prendre du plaisir au quotidien parce que tu ne veux pas avoir à aller à reculons au travail tous les jours. Ouais. Et c'est comme ça, c'est cyclique. Thomas Hurtel, il est arrivé à un stade de sa carrière où il est désormais en position de prendre un dernier gros contrat que nulle équipe en Europe est apte à lui donner à l'heure actuelle. Et que toute personne se permette de venir cracher sur 1,5 million d'euros et peut-être même plus, et de venir pointer du doigt un homme qui a une famille à prendre soin, des enfants et un futur à assurer pour son héritage. Il faut se rappeler de quelque chose quand même. Il faut se rappeler que quand la carrière s'arrête, ton téléphone ne sonne plus. Hein. Bien sûr. Donc tu manges quoi? Tu vis comment? Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il va être à la rue parce qu'il n'a pas ce contrat. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire juste qu'il est en train de vraiment se mettre à l'abri et de penser à son avenir. Est-ce que c'est grave de penser à sa famille à un moment dans sa carrière? Il a donné pour l'équipe de France, il était là cet été. On est d'accord? Non, mais moi je vous suis totalement. Après, c'est un contexte global et quand tu mets le géopolitique dedans, c'est vrai que... Sylvain, c'est pas moi, attention. Mais on n'est pas des géopoliticiens, on est des basketteurs. On se pose la question de savoir comment le sportif fait son choix. Simplifions les choses. De la même manière qu'il y a la grande majorité de la population en Russie qui appelle à l'arrêt de la guerre, mais qui sont dans un contexte où c'est très censuré et qu'il faut faire attention à ce qu'on dit parce que des têtes peuvent sauter, soyons très clairs, comprenons qu'on n'est pas en France, on parle de la Russie, donc calmez-vous un peu et décollez le slip. Et ce qu'il faut se passer surtout, c'est qu'on est des sportifs. Non, mais je ne suis pas énervé. Je suis quand sensible. tu te calmes, tu décolles le slip. Écoutez bien ce que j'essaye d'expliquer parce qu'on essaie de jouer avec l'humour, mais là c'est quand même un moment très important. Ce sera le mot de la fin parce qu'il faut qu'on avance. Tout à fait. Ce qui est important, c'est de comprendre que les gens ont leur conscience et qu'on n'est pas en train de cautionner quoi qu'il se passe autour de nous dont on n'a pas le contrôle. Il a le contrôle sur sa carrière de sportif et c'est la seule chose qui était au centre de sa décision. Il n'était pas en train de faire un statement, un énoncé politique dans ce choix. Il a fait un choix de carrière qu'on respecte parce qu'on comprend le stade où il est et il faut aussi comprendre que, comme l'a dit Fred, et je partage entièrement ta position, ou tu censures tous les conflits politiques qui nous entourent et tu cadres, ou
tu laisses les gens être libres de leur choix professionnel parce qu'ils ont une vie et une famille et ce n'est pas notre contexte du quotidien, c'est le sien. Je peux juste rajouter pour terminer, c'est le dernier point, ça va être très court. Je pense qu'il a été très mauvais dans sa communication. Par contre. Oui, ça par contre, oui. Sa communication, le discours qu'il tient à la fin, il est très mauvais. Oui. Je cautionne tout à fait le fait qu'il signe ailleurs. Achetez-vous une vie, là, quand il finit comme ça. Ça sert à rien d'être agressif. Ça sert à rien de. En termes d'image, c'est pas bon. Non, mais là-dessus, on est entièrement d'accord. Ouais, non, mais voilà, c'est ça. La vie de Florent et bien sûr. Non, il y a juste un truc de timing aussi qui va pas quand on pense à la situation de Brittney Griner. Forcément. On se dit, bon, elle aussi, elle avait fait le choix d'y aller. Parce que joueuse WNBA, ça, on l'oublie dans un pays qui est sûrement pas clean au niveau du racisme, de l'homophobie, tout ça, et on sait que c'est des combats qu'elle mène en dehors. Voilà, aujourd'hui, elle se retrouve enfermée depuis plus de 200 jours en Russie. À chaque fois qu'un basketteur va signer en Russie, on va lui ramener ça à la figure, malheureusement. C'est pour ça que je parle de timing. Midnight Express. Évidemment. Est-ce que de ce fait, personne n'a joué en Turquie ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la même chose. C'est pas parce que c'est une basketteuse, c'est juste un métier en fait. C'était pour parler du timing. J'entends, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas de sa faute. Et c'est pas s'il n'y va pas, elle sera pas libérée plus vite. Au niveau timing, nous on est un petit peu allons-y parce qu'on peut parler d'une heure de ça. Il faut qu'on avance et on va parler un petit peu de NBA puisque ça reprend là dans quelques heures. C'est parti avec le focus de la semaine. Alors on vous a proposé les previews de la conférence Est la semaine dernière. Il faut qu'on transite et qu'on aille du côté ouest des États-Unis pour parler de cette fameuse conférence que l'on appelle aussi le Far West. Tellement il y a de densité, hein, la conférence des champions NBA en titre, les Warriors. On va vous proposer le même format que la semaine dernière, 3 catégories. Donc les contenders, ce qu'on appelle les favoris ici dans Hype, les outsiders et les tankers. Donc dans les contenders, vous les voyez, les Warriors forcément, les Suns de Phoenix, si chers à Florent Baudin, et on espère qu'il ne sera pas déçu, les Denver Nuggets et les Clippers. On y va rapidement, on va commencer par le champion en titre quand même, avec Melvin. Yes, et écoute, oui, le champion en titre. Alors on les a laissés la semaine dernière avec l'altercation entre Draymond Green et Jordan Poole. Entre-temps, ils ont re-signé Poole et Andrew Wiggins sur le long terme, mais cette semaine, on va essayer de rester un peu plus proche de leur effectif et du parquet. Alors, ils ont eu, comme tu l'as dit, ça reste un des grands prétendants à leur propre succession. Ils ont fait un recrutement cet été, j'ai envie de dire sous fond de contraintes financières, parce qu'ils ont une luxury tax, donc c'est la taxe que vous payez si vous êtes au-dessus du salary cap, qui est la plus grosse de l'histoire quasiment. Donc ils ont laissé filer trois pièces majeures de la rotation cet été en laissant partir Gary Payton II à Portland, Otto Porter Jr. à Toronto et Nemanja Bjelica à Fenerbahçe. Ils les ont quand même réussi à les remplacer en faisant 2 gros coups, en allant chercher Dante DiVincenzo, qui avait été champion avec les Bucks en 2021, et JaMychal Green, qu'on avait vu à Denver la saison dernière, qui colle parfaitement à la philosophie de jeu de Steve Kerr. Et surtout, Golden State mise sur la jeunesse. Donc, ils vont responsabiliser ce qu'on appelle ici à San Francisco les Baby Dubs. Donc, les 2 ailiers, Jonathan Kuminga et Moses Moody, qui sont dans leur deuxième saison NBA, et James Wiseman, qui avait été sélectionné numéro 2 en 2019, mais qui a eu pas mal de pépins physiques, mais qui a montré des choses encourageantes pendant la pré-saison. À tout ça, évidemment, on a, j'ai envie de dire, le socle, moi, ce que j'appelle le 6 majeur, c'est-à-dire les incontournables, donc Stephen Curry, Klay Thompson, Jordan Poole, Andrew Wiggins, Draymond Green et Kevin Looney. Et à ça, on peut aussi également ajouter le retour du sage André Iguodala, qui avait 9 orteils à la retraite, mais qui a décidé de rempiler pour une dernière saison. L'identité de jeu, je ne vais pas trop en parler parce qu'on les connaît. C'est une équipe qui joue avec beaucoup de mouvements, que ce soit mouvement du ballon, mouvement des joueurs, et qui est basé sur ce que peut faire Steph Curry. Et évidemment, ils ont Draymond Green comme leader de leur défense. Le but pour eux cette saison, plus que d'essayer de finir premier à l'Ouest, c'est vraiment de ménager au maximum leurs vétérans pour arriver sans pépins physiques en play-off. Et ils savent que s'ils sont dans le top 4, ils peuvent battre n'importe qui sur n'importe quel terrain. Après, il y a 2 gros points d'interrogation. Le premier, c'est la santé. Est-ce qu'ils peuvent éviter les blessures qu'ils avaient eues la saison dernière? Et la deuxième, évidemment, c'est l'affaire Draymond Green. Alors, on sait qu'il s'est excusé, que Jordan Poole a récemment parlé à la presse et qu'il a dit qu'ils allaient mettre tout ça derrière eux. Mais est-ce que le vestiaire peut vraiment tourner la page et se concentrer sur cet objectif d'aller chercher un doublé et une 5e bague de champion en 9 saisons?
Et la deuxième question avec Draymond, c'est comment est-ce qu'il va réagir à la prolongation de contrat de Jordan Poole et d'Andrew Wiggins, qui en gros le pousse gentiment mais sûrement vers la sortie à l'été prochain. Beaucoup de questions quand même pour une équipe qui est championne en titre. On pensait vraiment qu'ils allaient pouvoir repartir sur leur élan, mais quelque chose s'est cassé avec cette affaire Draymond Green. On donne la main à Antoine, hein, qui a été très peu bavard, Antoine, mais c'est de ma faute, je suis pas revenu vers toi. Je veux que tu nous parles des Suns de Phoenix, d'un certain Chris Paul, et on va écouter bien sûr Florent nous en parler. Il y a une équipe qui est très très ambitieuse, qui continue, je pense, sur sa lancée. Est-ce qu'elle peut vraiment prétendre cette année à quelque chose? Et quand je parle de quelque chose, c'est à minima finale de conférence. Disons que pour eux, c'est effectivement leur minima. Hein. Ils ont quand même fait une finale en 2021. Ils ont largement dominé la saison régulière l'an dernier puisqu'ils avaient 8 victoires d'avance sur le deuxième. Mais quand même, il y a quelques inquiétudes du côté de Phoenix. Alors, le propriétaire, Robert Sarver, l'infamous, comme on dit ici, n'est plus trop dans le coin. En tout cas, il est vers la porte de sortie. Donc, ça devrait un petit peu les aider sur un petit peu comment ils vont gérer l'effectif, où il y a un gros souci majeur, qui est que Jay Crowder ne veut pas revenir avec les Suns, mais en même temps, ils n'ont pas réussi à l'échanger. Pourquoi? Parce que une bonne manière de faire un gros échange, c'était de faire partir Crowder, mais aussi de se débarrasser de certains choix de draft, puisqu'il faut vraiment qu'il gagne maintenant, notamment avec un Chris Paul qui a 37 ans, comme on voit. Mais comme il y avait la situation avec Kevin Durant où ils pensaient que peut-être ils pourraient le récupérer et que là il faudrait envoyer les tours de draft, etc., ils ne l'ont pas fait. Bref, c'est devenu un été compliqué pour eux. C'est difficile de savoir un petit peu comment ils vont régler cette situation autour de Jay Crowder et surtout donc, de trouver l'équivalent, parce que même si là ils vont forcément trouver un remplaçant pour Crowder dans le starting five. Et donc, excusez-moi parce que je cherche le nom pour l'avoir, Cam Johnson, évidemment, pour le mettre donc dans le starting five. Mais derrière, ça enlève ce qui faisait leur force, qui était la profondeur du banc. Donc, comment ils vont un petit peu régler cette situation, on ne le sait pas trop. Et on va voir aussi comment DeAndre Ayton, qui a re-signé, certes, est maintenant débarrassé de Sarver, le propriétaire, mais n'est pas forcément hyper positif par rapport à tout ce qui s'est passé, n'a pas forcément envie de rester non plus à Phoenix, mais il y est certainement bloqué pour un certain moment, au moins jusqu'à on va dire autour du 15 janvier au mieux, pour lui, au plus tôt. Et sinon, vu qu'il y avait un peu de pied du côté d'Indiana qui lui avait fait une offre qu'ensuite ont matché les Suns, peut-être du côté d'Indiana, mais ça serait que à l'intersaison, puisqu'il ne peut pas y signer cette année. Enfin, il ne peut pas y être échangé plus exactement. Antoine, merci. Je vais relancer Flo, qui attend avec impatience de parler de son équipe préférée. Moi, j'ai deux questions pour toi. On sait que Chris Paul est un joueur influent, mais qui n'a encore pas de titre NBA. Est-ce que le passage de cap attendu de cette équipe des Suns passe encore par Chris Paul? Et Antoine évoquait aussi Jay Crowder, sa présence ou pas. Est-ce que ça peut être un facteur X dans l'idée de faire une saison régulière correcte et voire plus pour les Suns? Moi, je suis assez inquiet pour les Suns de Phoenix. Je pense que la bonne année, c'était l'année dernière, évidemment. Tu reviens fâché d'une finale perdue. Tu te dis, contre Dallas, c'est galère, mais ça va passer. Tu ne peux pas perdre comme ça le match 7. Et toutes les questions, du coup, ont ressurgi. Notamment par rapport au fait de résister à la pression. Évidemment, Chris Paul, on sait que beaucoup lui ont reproché cette défaillance-là. Ça commence à venir maintenant sur Devin Booker. On s'interroge aussi sur DeAndre Ayton. A priori, il ne se parle plus avec Monty Williams, donc ça va peut-être être un peu compliqué. C'est hyper sympa. Ambiance, ouais. Tu viens de re-signer, parce qu'en plus, tu as égalé une offre, c'est génial. Après, si on doit sortir quelques points positifs, il y a le retour de Saric, qui va falloir quand même qui n'a pas joué depuis longtemps quand même. Ouais, Cam Johnson et Mikal Bridges qui vont sans doute se développer et prendre un peu plus de place. Et puis évidemment, le départ programmé de Crowder, c'est un coup dur. Ouais. Ok, avançons dans cette catégorie des contenders. Il nous reste deux équipes à évoquer. On va le faire avec Angelo en quelques secondes. On sait qu'il sait faire ça. Les Nuggets et les Clippers. Voilà, qui sont un peu dans une dynamique un peu similaire, des retours de blessés et puis des grosses ambitions. Grave, c'est deux équipes que je mets dans le même chapeau parce que pour moi, elles présentent toutes les deux les mêmes certitudes au niveau du talent disponible au sein de l'équipe et du potentiel, mais aussi les mêmes incertitudes en termes de
de santé, de fragilité et donc de potentiel échec en cas de pépin. Et tu regardes d'un côté les Clippers où tu as le duo Paul George, Kawhi Leonard qui est tant offensivement que défensivement très très percutant, très puissant et c'est toujours très bon signe d'avoir tes leaders qui sont aussi investis des deux côtés du terrain. C'est généralement un élément très important. Leader revanchard, hein. Blessé la saison dernière, un peu frais, envie d'en découdre. Hein. Leader revanchard et surtout si tu veux aller loin en play-off, on sait que la défense est un élément important. Tu dois être performant en attaque mais tu dois pouvoir faire des stops et tu as tes deux leaders offensifs qui sont tes deux meilleurs stoppers. La saison jamais ou pas pour eux? Un peu comme Phoenix. Est-ce qu'il ne faut pas cette année vraiment faire quelque chose? Par rapport au recrutement qui a été fait il y a quelques années et donc les ambitions qui ont été affichées sur les 3-4 dernières saisons, c'est clair que si cette année ils ne réussissent pas, ils ont peut-être encore une dernière chance, mais de pouvoir garder cette ossature avec la même fraîcheur psychologique. Là, il y a eu quand même Kawhi qui rate toute la saison et Paul George qui joue que 31 matchs. Bon, point positif, grosse profondeur de banc. C'est probablement l'équipe la mieux équipée de toute la NBA, notamment sur les ailes. Ouais. Et Fred l'a mentionné plus tôt dans l'émission, Zubac grand, très bien, tu veux jouer small ball, mais c'est pas vraiment small ball, puisque Covington, Batum et consorts, c'est 2,3 m et au-dessus. Donc tu as quand même de la densité et de la longueur de segment. Mais c'est surtout cette fragilité physique qui va vraiment être la clé de leur saison. Et c'est comme ça que je bascule du côté de Denver, parce que tu parles de Jamal Murray, tu parles de Michael Porter Jr., qui sont tous les deux des revenants de saison blanche, qui sont tous les deux absolument essentiels pour répondre aux ambitions de cette équipe qui, sur papier, avec le Big Three, en coalition avec le double MVP sortant, est très 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 performant. Et surtout, il y a cette possibilité avec les recrues Kentavious Caldwell-Pope et Bruce Brown Jr. d'avoir le banc le plus étoffé qu'ils aient jamais eu, qui répondent parfaitement aux besoins de cette équipe dans l'aspect défensif et aussi la capacité d'écarter le terrain avec de l'adresse extérieure. Donc, c'est deux équipes qui, sur papier, sont top 3 pour moi dans la conférence, mais qui sont dépendantes de leur fraîcheur et de leur fraîcheur physique et de leur capacité à rester loin des blessures. Les outsiders à l'ouest, Dallas Mavericks, on a les Grizzlies de Memphis, Minnesota donc de Rudy Gobert, New Orleans Pelicans d'un certain Zion Williamson et les Los Angeles Lakers de LeBron James, 20e saison pour Sa Majesté LeBron James. On va commencer par les Lakers avec Melo. Melo, en quelques secondes, qu'attendre de cette saison des Lakers? Est-ce qu'on peut encore espérer d'eux une équipe performante à l'image de ce qu'ils avaient pu être dans la bulle et être champion NBA en 2020? Alors, c'est une très bonne transition avec ce que disait Angelo sur les Nuggets et les Clippers, c'est-à-dire que les Lakers ont été fragiles, c'est-à-dire qu'ils sont évidemment menés par LeBron James et par Anthony Davis, mais les deux joueurs ont respectivement joué 101 et 76 matchs sur les deux dernières saisons, donc c'est-à-dire moins de 50% des matchs des Lakers. Et ils ont besoin de ces deux joueurs. Si ces deux joueurs sont en forme, ils pourront sûrement accrocher les playoffs. Si ce n'est pas le cas, ça va être compliqué. On a aussi le gros point d'interrogation sur Russell Westbrook. On aurait pensé qu'il se fasse échanger pendant l'été. Il est toujours là. Ils sont allés chercher Pat Beverley et Dennis Schroeder cet été. Et derrière, il y a un recrutement qui est vraiment pas excitant. Ils sont allés chercher des joueurs de rotation ou des joueurs qui étaient en fin de rotation ailleurs. Alors, je vais vous citer quelques noms qui vont sûrement rien vous dire. Juan Toscano Anderson qui était aux Warriors, Lonnie Walker aux Spurs, Troy Brown Jr., Damian Jones, c'est assez léger, c'est un effectif qui manque de shooters, c'est un effectif qui manque de taille sur les ailes. Alors après, il y a un nouveau coach en la personne de Darvin Ham qui va amener plus de rigueur. Mais la question, encore une fois, dans une conférence qui est extrêmement dense, c'est est-ce qu'un Anthony Davis peut jouer 80-85% du match? À quel moment on va envoyer Westbrook ailleurs? Et puis le seul point positif, je dirais, c'est LeBron James qui va dépasser Kareem Abdul-Jabbar en devenant le meilleur scoreur de l'histoire. Mais niveau collectif, ça risque d'être compliqué malgré ces deux joueurs. Il reste à peu près 1800 points à LeBron James pour être effectivement le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA. Donc ce sera forcément aussi un moment à suivre. Les Lakers seront donc opposés aux Warriors pour la première soirée NBA. Il faut qu'on parle rapidement avec Antoine des Wolves et des Pelicans. Donc l'équipe de Rudy Gobert, la nouvelle équipe de Rudy Gobert était en play-off l'an dernier, si je ne dis pas de bêtises. Et Zion Williamson, tant attendu, joueur très très hype avec Duke en University, qu'on attend encore à l'étage supérieur. Parle-nous un petit peu de ces deux dynamiques, Antoine. Ouais, alors pour Minnesota, clairement, c'est le recrutement de Rudy Gobert. Il y a un très très bon article sur ESPN de Brian Windhorst qui expliquait qu'au moment de valider ce trade ou pas, de le demander, ils ont vraiment étudié donc Tim Connelly, qui était l'architecte des Nuggets, qui a été recruté
à Minnesota. Le coach, l'assistant coach, etc. Ils ont vraiment tout regardé au niveau des analytics, etc. S'il pouvait y avoir, en fait, parce qu'ils étaient très excités, mais est-ce qu'il peut y avoir à un moment quelque chose qui ne marche pas? Et ils n'ont vraiment rien trouvé. Ils pensent que vraiment avec Rudy, ils vont franchir un très gros palier, notamment au niveau de la défense et du rebond, sans gêner Karl-Anthony Towns, qui est un très fort shooter à 3 points, mais qui n'avait pas beaucoup de tickets shoot parce que il fallait quand même que quelqu'un ait joué poste bas. Là, ça va moins être le cas, il va pouvoir s'écarter un peu plus. Et en plus, on sait qu'il est un petit peu soft, comme on dit ici. Il n'aime pas forcément trop aller se frotter sous les paniers. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner maintenant sur le terrain. Mais au niveau de tout ce qui est un petit peu théorique, ils avaient plus que validé ça. Ils sont très, très excités. Et en plus, il y a un nouveau propriétaire qui arrive, etc. Donc, ils veulent vraiment profiter de ce qu'ils ont, et notamment des stars qu'ils ont. Il y a Karl-Anthony Towns qu'on voit beaucoup ici, mais il y a aussi Anthony Edwards. Donc, voilà, ils ont une fenêtre d'à peu près 2 ans là pour tout casser ou vraiment aller le plus loin possible et voir ce que ça va donner derrière. Question à Fred, justement, sur l'association Rudy Gobert, Karl-Anthony Towns. On sait que ça se fait beaucoup moins d'avoir vraiment deux grands intérieurs ensemble dans une équipe. Tu penses que ça peut marcher ? Alors ça peut marcher, mais ça peut être un flop complet aussi. Hein. Ouais. Honnêtement, moi j'ai un petit peu peur sur le papier parce qu'effectivement, Karl-Anthony Towns, il peut s'écarter, mais en fait, il pouvait s'écarter quand il jouait 5 et donc il était défendu par un 5. Ouais. Donc là, quand il va s'écarter, il va être défendu par un 4, donc plus proche. Il va falloir qu'il pénètre. Enfin, il y a du taf. Encore une fois, sur le papier, c'est 2 joueurs de grand talent, mais il faut trouver sa place. Et après, la problématique, on parle de post-up de Karl-Anthony Towns. Rudy Gobert, il n'a pas cette capacité de post-up. Donc je ne sais pas si, encore une fois, offensivement, ça va être top. Par contre, défensivement, on a Rudy Gobert qui va protéger 4, forcément. Compenser. Et le libérer. Il va compenser toutes les erreurs. Et effectivement, il est considéré comme soft. Donc Rudy Gobert derrière, ça va être dur, ça va prendre des rebonds. Et il va se libérer un petit peu de la défense et pour être plus performant en attaque. Ok. Zion Williamson et les Pelicans, encore avec toi, Antoine ? Oui, c'est vraiment, ça se résume à ça. Zion Williamson, c'est une équipe qui a réussi à performer, surtout après l'arrivée de CJ McCollum des Blazers l'an dernier. Donc maintenant, comment ça se mêle avec le talent qu'on connaît de Zion Williamson, mais qui en fait n'apporte rien de plus. Et notamment, ils ont des problèmes en défense. C'est pas Zion qui a priori devrait les aider là-dessus, sauf s'il a vraiment travaillé ça autant que son physique. Mais sinon, voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment espérer? Même avec ce talent-là, quand on voit qu'il n'y a pas grand chose d'autre qu'ils peuvent développer au niveau basket. Par contre, ils sont sur une dynamique positive. C'est aussi un joueur qui peut apporter des choses par une forme de charisme, mais dans son jeu, quoi. Clairement, qui peut porter un petit peu une équipe, quoi. Je me rappelle notamment d'échanges sur tu préfères un dunk ou un 3 points. Certains répondent, même si mathématiquement le dunk, ça apporte moins. Dans l'effervescence collective, etc., ça apporte pas mal de choses. Donc voilà, ils n'ont pas beaucoup de shooting non plus, mais ils ont un très très bon coach au tir qui s'appelle Fred Vinson, qui est peut-être même le meilleur de la NBA, même si Melvin va râler du côté des Warriors. Et mais ils en ont un excellent aussi. Et donc du coup, on attend de voir un petit peu ce que ça va donner, mais ils ont quand même mis beaucoup de billes sur la table. Et je ne suis pas sûr que ça puisse aller forcément très très loin, même si ça va être super à voir si Zion est en bonne santé. Il faut se rappeler quand même qu'il n'en a joué que 85 matchs, donc à peine plus qu'une saison en 3 saisons. Donc là, c'est compliqué. Antoine, bon, on a compris. Moi, ce qui m'intéresse aussi quand même par rapport à cet effectif des Pelicans, c'est savoir comment ils vont réintégrer Zion. On les a vus quand même plutôt performants en fin de saison dernière et notamment en play-off. On se rappelle que c'est quand même une équipe qui a fait 2 matchs aux Suns. Voilà, qui a pris 2 matchs aux Suns. Comment réintégrer Zion Williamson? Et effectivement, est-ce qu'on doit donner les clés à Zion Williamson pour amener cette équipe à l'étage supérieur? On va observer ça ensemble bientôt. On va pas vous parler, malheureusement, on a très peu de temps, mais de 4 équipes, les Spurs d'un certain Greg Popovich, les Houston Rockets, le Jazz et l'Oklahoma City Thunder d'Ousmane Dieng seront ces équipes qui potentiellement Tanking City en difficulté, peut-être éligibles à Victor Wembanyama très très rapidement. On suivra quand même un petit peu l'évolution de ces franchises. On va conclure rapidement avec quelques questions à Florent Baudin, notamment sur son attachement pour les Suns. On se connaît un peu, Florent, mais je ne sais pas comment on arrive comme ça de France à être vraiment fan des Suns plus que d'une autre équipe. Ouais, c'est juste les événements de la vie. J'ai été étudiant à Arizona State, du coup, à Phoenix, à la grande époque des Suns en 2007.
Donc voilà, et puis je débutais ma carrière de jeune journaliste aussi, donc j'avais la possibilité d'être accrédité au match, de pouvoir faire mes premières interviews en NBA. Donc j'ai eu la chance voilà, de côtoyer les joueurs à l'entraînement. Donc à l'époque, Boris Dio, Steve Nash, cette génération-là, Marek Stoudemire. Et forcément, voilà, ça reste. Et puis on continue à suivre l'équipe et on s'attache, quoi, tout simplement. Tu as dit, tu étais journaliste et ce sera ma dernière question. On sait que le film documentaire est quelque chose de très très hype en ce moment et beaucoup s'intéressent à ce format. Netflix et d'autres plateformes font bien le boulot pour pouvoir nous proposer des films documentaires. Comment on devient réalisateur et de surcroît de films documentaires ? Moi, je me considère toujours comme un journaliste. Ouais. J'ai juste rajouté, on va dire, quelque chose à mon CV, entre guillemets. Moi, je travaille comme je travaillais avant, avec peut-être un peu plus d'attachement maintenant au storytelling, à la forme aussi, à la manière de raconter des histoires de manière un petit peu plus cinématographique. Mais sinon, le travail est à peu près le même. On raconte des histoires, on essaie de partager souvent des sujets qui nous passionnent. Et donc la transition se fait assez naturellement et tu as raison de dire qu'en ce moment il y a un vrai boom du genre qui était plutôt assez ringard il y a encore quelques années. Oui. Maintenant c'est vrai que via les anglo-saxons, via les plateformes, notamment dans le sport, on a de très belles choses. The Final Shot, Florent Baudin, le cas Benzema, Florent Baudin, et donc la série Champions saison 2, également Florent Baudin. Florent Baudin aussi. Également, on oublie effectivement Maître Gims. Ça fait beaucoup de choses et la palette est large. C'est disponible sur France.tv, puis France-slash. Ouais, France TV slash, c'est leur plateforme jeune, comme ils disent. Bon, allez-y, c'est très complet, il y a plusieurs épisodes. On découvre en plus des personnalités, Sacha Zoya notamment, qui a une bonne place dans le documentaire. On va remercier Florent d'être venu. Merci à vous, merci. C'était un plaisir de te recevoir. On voulait te voir et t'avoir avec nous depuis quelques temps, donc c'est chose faite. Merci à toi. Avec plaisir. On remercie Fred Weiss, la légende intronisée au Hall of Fame du basket français. Félicitations Fred. Merci Angelo. Merci à nos deux Américains, Melvin qui va suivre donc l'Opening Night des Warriors et Antoine du côté de New York. On vous souhaite une bonne saison NBA, bonne suite des programmes sur Sport en France. À bientôt. Ciao.